Aujourd'hui, on reçoit Thibaut Delahaye, copilote en championnat du monde des rallyes. On est allé à Moscou parce que Seb était en plus de ça ambassadeur pour Citroën. Donc quand les pilotes Chris Mick et Osberg pouvaient pas, on s'est retrouvé à aller à Moscou pendant 3 jours. Il faisait des shows avec la DS3 WRC. Donc tu te dis entre les deux, il n'y a qu'un pas. C'était la force de Daniel Elena et c'est pour ça qu'il a fait cette carrière. C'était le meilleur dans la gestion des imprévus. J'ai compris que le sport auto, et ça donne de l'espoir à tous ceux qui nous écoutent et qui ont des rêves, c'est qu'il y a le pilote, mais il y a tout un spectre autour avec énormément, un écosystème, comme tu dis, avec énormément de possibilités de carrière et de se professionnaliser. La France, c'est le meilleur niveau au monde sur l'asphalte. Salut à tous et bienvenue sur Racing Trajectoire. Aujourd'hui, on reçoit Thibaut Delahaye, copilote en championnat du monde des rallyes. Et ici, on parle de sport automobile, toutes disciplines confondues. Mais surtout, on parle de trajectoires humaines. L'idée de cette chaîne, c'est de donner la parole à celles et ceux qui font vivre le sport auto. Pilotes, copilotes, simracers, ingénieurs, mécaniciens, team, organisateurs. Thibaut, merci d'être avec nous. Salut Flo, je suis très heureux d'être sur le plateau aujourd'hui. Dès qu'on parle de sport automobile, de passion autour d'une table, c'est toujours des moments agréables. Donc très heureux de vous avoir rejoint sur ce podcast. Et je pense qu'on va maintenant prendre le temps de parler de ma trajectoire. Donc je donne le top go et c'est parti. Thibaut, merci d'être avec nous. Tu vas nous parler de ta trajectoire, de ton plus lointain souvenir dans le sport automobile, jusqu'à ta pratique actuelle. Et pour commencer, d'où vient cette passion pour le sport auto ? Alors écoute, c'est une passion qui m'est venue... alors souvent, c'est une transmission de famille, si je puis dire. Alors moi, du coup, c'était pas du tout le cas. Très très jeune, à 5 ans, j'ai perdu mon papa, qui lui était un champion de tennis de table. Donc il avait commencé à me transmettre cette passion et puis du coup, ça s'est arrêté. Mais l'histoire, c'est qu'une des meilleures amies de ma mère, son fils était très impliqué dans le sport automobile, puisque son papa était un des gérants du circuit de Manicourt. Donc très rapidement, quand j'ai vu ce jeune, et je m'en souviendrai tout le temps, avec les grands posters d'Ayrton Senna, Nigel Mansell, qui étaient sur le plafond de sa chambre, et vraiment cette passion, elle est arrivée par là, quoi. Et j'ai fait très jeune ce qu'on appelait à l'époque le Jacadi Trophy, la marque de vêtements pour les enfants qui était Jacadi, avec un petit concours sur des petites Jeeps à moteur. Et je me suis retrouvé dans les finalistes. Suite à ça, il ne s'est rien passé si tu veux, mais la vocation, elle est venue de là. Tu as eu le déclic. J'ai eu le déclic, donc j'étais très jeune, j'avais 6-7 ans, mais j'avais rien démarré dans l'esprit du sport automobile. Et ça va être un peu un chemin de croix pour moi, parce que je vais mettre des années à mettre vraiment le pied à l'étrier, puisque ma mère était totalement effrayée par cette discipline, seule en plus. Et oui. Là, on va se transposer presque 10 ans après, puisque mon premier kart réel de compétition que je vais réussir à avoir, je vais l'avoir qu'à 15 ans. D'accord. Donc j'arrive quand même très tard. C'est à ce moment-là que tu passes de passionné à acteur un peu. À acteur, voilà. Et si tu veux, l'histoire, elle est assez folle parce que ma mère ne voulait pas. Donc je vais commencer à travailler à 12-13 ans, à faire des petits jobs, et je vais mettre jusqu'à 10 000 francs de côté. Dans le dos de ma mère, je vais acheter une remorque de kart avec mon grand-père. Ma mère avait un Zafira avec un crochet d'attelage. Voilà. Je rentre vraiment dans le cœur de l'histoire. Vas-y. Et un jour, elle arrive, il y a la remorque dans la cour, elle me dit « Qu'est-ce que c'est ?» Et je lui dis « Je l'ai acheté avec Pépé. » Et elle me dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire de ça ?» J'ai dit « Demain, on a rendez-vous à 14h à Vernègue. » Avec l'histoire, c'est que le monsieur habitait sur la route de la course de côte de Vernègue, parce qu'avant, il y avait une course de côte. Ouais, tout à fait, ouais. Et je vais acheter mon premier kart, un Tony Kart Promo 2. Et là, j'ai les sous, j'ai une enveloppe avec les sous. C'est pour ça. Et en fait, je l'ai piégé, quoi, si tu veux. Ça faisait des années qu'il y avait des piles de kart mag, de top karting, que je l'avais emmené voir des courses et tout, mais j'étais juste passager du truc. Et là, ça y est, ça démarre. Le rêve, il démarre. Mais ça démarre mal. Ah ouais ? Ça démarre mal parce que 15 jours après, je vais à Martigues pour faire ma première journée, quoi. Donc j'ai ma licence, j'ai mon équipement, j'ai tout, quoi. Ça y est, j'ai le palpitant, il est à 200. Et en fait, le kart que j'ai acheté, je fais 10 tours et je serre le moteur. Voilà. Classique. Mais bon, tu as un volant entre les mains. Voilà, et ça démarre de là.
Est-ce que tu te souviens de ta première participation à une épreuve? Tu as fait des compétitions déjà de karting au départ ou C'est ça. Alors, j'ai eu la chance, et je vais mesurer mes propos, à un niveau vraiment amateur régional, puisque les finances ne m'ont jamais permis de faire plus. Puis quand tu démarres à 15 ans et que tu as cette passion, tu as aussi la lucidité de te dire, je sais que je ne ferai pas une carrière de pilote. Voilà. Mais, ceci dit, et quand je prends la parole pour parler de ça, aujourd'hui, il y a le sport auto, je fais une carrière, j'arrive à en vivre, et il y a le sport auto, j'ai le droit de m'éclater en tant qu'amateur. Absolument. Et moi, de m'éclater en tant qu'amateur, et on y reviendra dans le parcours, j'ai réussi à trouver une voie professionnelle, mais qui du coup n'était pas celle du pilote. Voilà. Et oui, c'est ce que je voulais te demander, du coup, comment tu choisis de devenir copilote plutôt que pilote? C'est justement à ce moment-là, en te disant, c'est compliqué de percer, il va falloir beaucoup de moyens, beaucoup de budget dès le karting. Du coup, est-ce que je m'oriente autrement ou est-ce qu'au départ, vraiment, tu as essayé quand même d'aller sur cette voie du pilotage et puis tu es arrivé sur le copilotage après? Non, j'ai essayé quand même parce que donc j'ai fait des courses uniquement dans la région. Ma première course était à Martigues en promodo, une course club. J'ai dû faire en tout et pour tout moins d'une quinzaine de courses. Et après, quand j'ai eu 18 ans, j'ai participé au volant AGS, où j'ai fait partie des 8 finalistes. Et puis après, je me suis bien évidemment effondré en finale. Enfin, effondré, j'ai fini 7e sur 8 par rapport à des gars qui avaient... moi, je suis arrivé, j'avais pas fait 1 kilomètre de roulage dans une monoplace, tu vois. Oui. Donc voilà, je suis arrivé vraiment à chaque fois, toujours un petit peu la fleur au fusil parce que limité par les moyens. J'ai fait plusieurs sélections comme ça. J'ai fait la J-Cup Feu Vert où on était une centaine de finalistes et j'ai fini dans les 15 derniers. À l'époque, il y avait un challenge qui s'appelait le challenge FFSA Kart Tour où c'était avec des cartes Renault Sport. Je m'étais qualifié au Rallye du Var. Et pareil, je suis allé dans les 60 finalistes en France. Et puis là, j'ai échoué aux portes du top 20. Voilà. Parce qu'à chaque fois, quand tu te rends compte que tu vas dans ces sélections-là, souvent, tu arrives à passer le premier panier, tu arrives à aller à la finale. Et puis quand tu arrives à la finale, là, tu arrives, tu vois des visages. Et que toi, tu suis. À l'époque, on ne parle pas de réseaux sociaux, mais on parle de carte magazines. Ouais. Exact. Déjà des sites internet. Et tu dis, ah, il y a lui, ah, il y a lui. Bon, déjà, l'impact psychologique, elle est dure parce que tu te dis, ah ouais, il a fait ça, il a fait ça. Donc, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin sans vraiment de la frustration parce que... tu t'es éclaté en faisant ça, de toute façon. Je me suis éclaté. Voilà. Et ma force, si je puis dire, il y en a une, c'est d'avoir très rapidement constitué un réseau. Tu me parlais tout à l'heure, je ne vais pas spoiler de gens que tu vas recevoir plus tard sur le plateau, mais il y en a un, en l'occurrence, j'habitais à Saint-Chamail, il habitait à Miramas, tu dois voir de qui je parle, et très rapidement, je me suis fait un réseau de gens qui, eux, couraient à très haut niveau. Donc, j'ai vu ce que c'était que le très haut niveau et j'ai trouvé un rôle de mécanicien. Okay. Dans des teams de course avec des top pilotes. Je peux en citer, donc Mathieu Arzeno, Norman Nato. J'ai travaillé avec aussi Brandon Maizano. Quand Charles Leclerc débutait le karting dans le team de Norman, j'étais 3e sport. J'ai fait la mécanique à plein de jeunes gamins qui ont fait des carrières assez incroyables. Ça m'a fait du réseau et j'ai rencontré ceux qui, depuis 2003, avec lesquels on ne s'est jamais quitté, mes meilleurs amis. Je vais parler de Sébastien Chardonnay, Julien Jousse et surtout Sébastien Chardonnay, puisque ce qui nous amène là, finalement, c'est le rallye. Donc, toutes les années se passent. Je fais mon petit bonhomme de chemin et j'accompagne Seb dans sa carrière en circuit. Il fait l'Autosport Academy. Il fait du circuit, puis au bout d'un moment, il se retrouve un petit peu dans l'embouchure et il décide en 2009 de faire un test en rallye. Et c'est là où tout va basculer. Là, tu le copilotes. Ben, en fait, il part à Alès et il me dit je vais faire un test avec le team AB Sport Auto sur une Mitsu. On se retrouve sur la piste de rallye de Alès, où il y a l'école PPAC. Et puis, je monte à côté. Et là, si tu veux, j'ai un petit bout de papier, on envoie les notes 1, 2, 3, 4, 5 comme Colin McRae Rally, quoi, façon de dire. Et, mais je kiffe, quoi. Tu vois. Puis après, il me dit t'as eu peur? Je dis non, je n'ai pas eu peur. Vraiment, je me sens bien. Parce qu'on parle d'un pilote qui a fait ses classes en karting, qui a fait déjà 4 années de monoplace, qui se tirait la bourre avec Jules Bianchi. Tu vois, tu te sens bien. Côté, tout va bien. Et puis rapidement, vu que Seb, c'est quand même un mec qui aime bien être assisté, il m'a dit vas-y, occupe-toi, trouve-moi des séances d'essai. Là, j'ai bien aimé la Mitsu, mais la boîte comme ça, tu sais, c'est les pilotes du circuit, ils voulaient freiner pied gauche, donc une boîte séquentielle. Et j'apprends qu'il y a un produit qui arrive en France en 2009, c'est la Citroën C2R2 Max. Eh oui. On est pile poil à ce moment-là.
Et donc, je contacte à l'époque Jérôme Galpin. Et ils organisent dans 15 jours, sur une spéciale du Rallye 1 Jura, une OP presse avec, ils invitent la presse et des clients potentiels pour essayer la voiture. C'était énorme, ça s'est beaucoup fait dans les années 2000-2010. Maintenant, ça se fait plus du tout. Mais souvent, quand les constructeurs sortaient des nouvelles voitures, ils invitaient des clients, opération séduction, vous l'essayez. Sur les magazines spécialisés, on voyait les essais, etc. Exactement. Je ne sais pas si tu as remarqué, maintenant, ça se fait plus. Plus trop. Voilà. Et donc, on arrive là-bas, il y avait Simon Jean-Joseph et Philippe Bugalski. Et en réalité, Philippe Bugalski venait de racheter Automeca. Et il était là parce qu'il allait avoir des CDR de Max. Donc, quand ils ont vu Sébastien, le petit-fils d'André Chardonnay, l'histoire du rallye, les Lancia Stratos, les 037, et Philippe Bugalski avait couru pour son grand-père, ils se sont dit de suite, c'est magnifique, bon. Il y a une histoire à écrire, quoi. Ouais. Ils se sont un petit peu jetés sur lui, quoi, façon de dire. On a pas mal roulé. Et puis, en fait, l'histoire part de là. Philippe dit, moi, j'aimerais bien vous faire rouler. Et donc, 2009, on démarre. Et on fait 2 rallyes du Citroën Trophy en CDR de Max, le rallye 1 Jura et le rallye des Vins de Mâcon. Et c'est parti. Et c'est parti. Voilà. Donc, je suis copilote amateur, je travaille à côté. J'avais fait des études d'immobilier, parce qu'à côté, j'ai jamais lâché les études. Ma mère, j'avais fait des études dans la maintenance industrielle. J'avais 2 BTS, j'avais une licence en commerce et je bossais dans l'immobilier en tant qu'agent immobilier. Ok. Métier que tu connais bien. Très bien. Et on habitait tous les deux sur la Côte d'Azur avec Seb. Bon, au début, si tu veux, ça commence, c'est 2 rallyes. Donc, tu prends tes jours de congé, tu te débrouilles, quoi. Puis arrive l'année 2009 où il décide de faire le Citroën Racing 2010, Citroën Racing Trophy avec déjà beaucoup plus d'engagement. On passe de 2 à 9 rallyes dans l'année. Oui, donc tu passes une dimension là. Voilà. Ça reste de l'amateurisme, mais quand même c'est soutenu. C'est ça. J'imagine qu'il y a toute la préparation des rallyes avant, puisque il y a des objectifs. C'est ça. On n'est pas au niveau de prépa actuel, mais déjà on se rentre un petit peu dans le move. Seb a des attentes. Lui, il dessine un nouveau plan de carrière. Dans sa tête, il fait pas juste ça pour aller faire tough le week-end. Il fait vraiment ça dans l'optique de dire, s'il y a des fenêtres qui se libèrent et si je peux faire une carrière, j'irai, quoi. On finit 2e du Citroën Trophy France, Coupe de France. On gagne le Citroën Trophy Europe devant Martin McCormack, qui était déjà une référence en Angleterre. Et surtout, on gagne notre premier rallye au scratch, le rallye de la Croisette, sur une 207 Super 2000. Ok. Donc tout ça, ça donne une émulation, tu vois. Et du coup, donc là, tu es vraiment rentré dans ton rôle de copilote. Ça y est, là, tu as une grosse saison quand même, des résultats derrière. J'imagine qu'il y a tout ce côté donc, de préparation. Toi, à ce moment-là, c'est quelque chose qui te plaît vraiment. C'est-à-dire qu'au-delà du simple fait de te mettre à côté, de te dire « Ok, c'est cool, je suis avec un top pilote, on fait des super courses et tout », est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis copilote, en fait, c'est un rôle qui me plaît, qui me va bien. Et moi aussi, peut-être, je suis en train de dessiner un plan de carrière. Voilà. C'est ça. Pour revenir sur ce que je t'avais dit au début, où jeune, j'ai compris que le sport auto, et ça donne de l'espoir à tous ceux qui nous écoutent et qui ont des rêves, c'est qu'il y a le pilote, mais il y a tout un spectre autour, avec énormément, un écosystème, comme tu dis, avec énormément de possibilités de carrière et de se professionnaliser. Donc là, effectivement, comme tu dis, dans ma tête, je commence à entrevoir l'idée que si on fait ça sérieusement avec Seb et qu'on fait des résultats, parce qu'il n'y a que ça qui prime, potentiellement, il peut se passer quelque chose. Donc, je suis dans ma réflexion. Lui, pas me met la pression, mais me dit, à un moment, il va falloir que tu prennes une décision. Il a envie de continuer avec moi. Il a envie de... Et donc, arrive l'année 2010, où là, on doit partir en championnat du monde junior. Finalement, ça ne se fait pas parce que Seb ne lève pas les fonds, mais il se fait contacter par Alain Mahé, qui lance pour la première fois, puisqu'il va arriver en 2011 pour la première fois, ça n'existait pas avant, le championnat de France junior des rallyes, avec les Twingo R1. Et il lui dit, écoute, j'ai entendu parler que tu allais aller en mondial, parce qu'Alain Mahé était le copilote de Darniche et a fait des dizaines d'années sous les couleurs de Chardonnay Compétition, donc très proche du grand-père de Sébastien. Il lui dit, viens faire le championnat de France, c'est une bonne vitrine, si tu te lances, tu as un contrat pro avec Renault. Donc on part, on fait le championnat de France. Dès la 2e épreuve, on lead le championnat de France, on est en tête toute la saison, et on va perdre le championnat de France au rallye du Var, parce qu'on est accablé de problèmes mécaniques, et qu'on va finir... on perd à cause de ça. Quand on fait vice-champion de France, on perd le contrat officiel avec Renault pour l'année d'après en R2. Donc là, tu te dis, on a démarré en 2009 par 2 rallyes. On se retrouve en 2011. On est sur le point d'y arriver, d'avoir eu un contrat pro. Tout le monde sait comment ça s'est passé la saison. Rivalité entre Rominger, nous et Quentin Gilbert.
donc on parle de noms qui sont encore là aujourd'hui, ça s'est joué à rien, quoi. Et 2012, là, on va vraiment marquer un coup, c'est que on va prendre le départ du Rallye Monte-Carlo avec une Clio R3 et première épreuve du mondial. Donc là, ça y est, quoi. Ça y est, c'est la grande cour. Et jamais roulé sur la neige, la glace et tout. Et là, on va faire 3 temps scratch devant Cédric Robert du deux roues motrices qui venait de lancer la DS3 R3. Et on finit top 20 et deuxième du deux roues motrices. Et là, c'est là où tout bascule. C'est que via Richard Micou, que je salue, qui est à l'Automobile Club de Monaco maintenant, qui s'occupait de nous, Richard a contacté Daniel Elena. Seb et Daniel viennent de gagner le Rallye Monte-Carlo, donc ils ont levé la coupe. Il est resté en bas du podium. Il vient nous voir. Donc nous, on lève notre coupe de deuxième et tout. On est sur le palais princier là-haut. Et il vient nous serrer la main tous les deux et il nous dit « Félicitations les garçons, je vous ai suivis, on va se revoir. » C'est beau. Donc nous, si tu veux, on se regarde. Parce que Richard avait bossé en back-office, mais il nous avait rien dit. Et oui. Ça me dit bon, bah ok, cool, enfin, c'est magnifique, tu vois. Tu m'étonnes. Et 15 jours après, on se retrouve au Rallye de Suède. Et c'est là où l'aventure, elle part avec Daniel. Daniel devient le manager de Seb. Et là, tout s'accélère. Là, ça s'accélère pour toi. Très fort. Parce que j'ai arrêté de bosser. Ça y est. Ouais. Voilà. Donc, c'est un peu... Bon, de toute façon, on peut le dire. Là, je suis au chômage depuis 1 an. Vu que j'ai été salarié depuis mes 17 ans, j'ai fait tous mes BTS en alternance. Bon, bah, je me retrouve au chômage, là. Ça a duré 1 an. Situation un petit peu bancale. Et à partir de 2012, où on décide, là, Daniel, il nous dit « Je m'occupe de vous si vous partez en championnat du monde. » Moi, le championnat de France, ça ne m'intéresse pas. Il faut apprendre les routes du championnat du monde avec une deux roues motrices et surtout, il faut rouler sur la terre. Donc, je dis à Seb, bon, donc là, on trouve une solution. On trouve un écosystème qui fait qu'aujourd'hui, ça y est, je commence à être rémunéré. Okay. Donc, pas de manière professionnelle par un constructeur, mais au travers d'une société qui a été créée, qui sert à financer nos rallyes et amener les sponsors. Et moi, je suis payé au travers de cette société-là. Donc, tu passes ce statut. Avant qu'on continue sur ces détails-là que tu nous donnes et qui sont hyper intéressants, est-ce que tu peux nous parler de ton rôle de copilote ? Qu'est-ce qui te plaît en tant que copilote ? Parce que tu as roulé en kart, tu as passé des étapes au volant derrière une voiture, donc tu as ce regard pilotage. Et tu es à côté aujourd'hui. Qu'est-ce qui change ? Alors, on voit bien ce qui change, tu n'es pas derrière le volant, mais qu'est-ce qui te plaît ? Le premier truc qui me rattache vraiment et qui me donne encore envie de continuer à presque bientôt 40 ans, c'est la performance. Parce que je suis un performeur dans l'âme, donc j'ai eu la chance, au travers ce parcours, qui est vrai, qui est plus proche de la fin que du début, parce que c'est une réalité de rouler avec que des kings, si je puis dire. Alors, le king des kings, c'est Lob et Ogier, mais à côté de ça, il y a quand même des garçons extrêmement talentueux. J'en ai pas eu beaucoup, j'en ai eu 5. Eric est le 5e. Donc, quand tu roules avec des gens comme ça, ultra talentueux, ce que tu ressens à côté, c'est extraordinaire parce que c'est une leçon de pilotage à chaque départ de spécial. Et, oui. Et pourquoi j'arrive à y prendre du plaisir ? Parce que j'ai cette sensibilité de pilotage. Donc, je suis vraiment connecté entre mon cahier et ce que j'annonce et ce que lui, il fait. Donc, je ressens vraiment tout dans la voiture. Et à tel point que je me suis toujours... Et ça, c'est parti des saisons avec Seb, qui, au début, vraiment a insisté pour que je m'intéresse vraiment... il n'a pas eu besoin d'insister beaucoup, mais sur tout ce qui est setup, voiture, équilibre, etc. À chaque fois qu'il y avait des débriefings, pas juste être passager dans la voiture, mais comprendre. Donc, je me suis constitué... au-delà de tout ça, après, c'est du travail aussi personnel et de l'implication personnelle, un vrai ressenti voiture. Et tu te rends compte que quand tu l'as, quand tu es à côté, aujourd'hui, avec Eric, on va faire une séance d'essai, il fait un clic de détente. Par exemple, il ne me l'a pas dit, il va passer 2 virages, je dis, t'as fait quelque chose en hydraulique, là ? Il me dit, ouais, j'ai ouvert la détente d'un clic. J'arrive à le ressentir. Alors, il va y avoir des fois où je ne vais pas le ressentir. Mais du coup, je vais lui dire. Je dis, là, ils ont fait quoi, les mécanos ? Je dis, là, je te dis la vérité, je ne ressens pas. Il me dit, je comprends, parce que déjà, pour moi, c'est dur. Parce qu'il y a des choses qui sont des fois dures à ressentir. Ouais, bien sûr. Surtout quand on fait des tests en aveugle, sur des séances de développement, etc. Mais... Donc, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, je me sens impliqué dans un rôle majeur, si je puis dire, même si on sait que le 70% du travail, j'aime bien parler de ce 70-30. C'est intéressant ce que tu dis. Pour toi, c'est un 70-30 entre pilote et copilote ? Ouais, c'est 70-30. Je pense que c'est le bon ratio.
Et c'est Jean-Paul Caroni, qu'on connaît très bien, qui est un personnage du copilotage du rallye, qui un jour a dit « la répartition juste, c'est celle-là ». Et c'est vrai. Il ne revient pas juste de dire 50-50. Si demain on parle du rallye raid, je te dirais autre chose. On parle d'une notion de navigateur, qui est encore autre chose. Ouais. Donc là, la répartition, on peut vraiment tendre vers le 50-50 en rad. En rallye, bon, 70-30, c'est bien. Donc, mais au demeurant, tu es quand même 30% du rôle. Donc ça pèse. Si tu les as pas, il manque un trou dans la raquette. Et quand même tu serais 10%, tu es 10%. Donc c'est là, je me sens investi d'un rôle important. C'est extraordinaire aujourd'hui d'avoir la chance, parce qu'il faut quand même le mesurer, d'évoluer dans des voitures comme lesquelles on roule aujourd'hui, comme toi tu as aussi la chance de rouler. Et puis bien sûr, ce qui m'anime, c'est d'être dans des championnats avec une haute adversité et de faire des rallyes. C'était très beau le championnat de France, et j'avoue que ça a une saveur particulière d'être reparti en championnat du monde, quoi. Et tout ce que tu dis, selon toi, qu'est-ce qui fait un bon copilote alors ? Ce qui fait un bon copilote, c'est... bon, déjà, il y a une base, c'est... il faut que dans ton mindset, toi-même, tu sois capable d'être la personne de l'ombre. À partir du moment où ça, tu l'as pris, c'est hyper important, parce que si tu veux être celui qui est mis en avant et que tu as un problème d'ego par rapport à ça, c'est pas ta place d'être à côté. Voilà. Il faut être hyper méthodologique et hyper organisé. Donc, il y a... pour certains, c'est un énorme travail en amont. Moi, je considère que c'est un travail normal, en tout cas, en amont. Une fois que tu as mis ta méthode en place et que tu sais ce que tu as à faire avant chaque rallye, bah, c'est des réflexes à avoir pour dire, quand je pars, j'ai préparé mes plans recos, j'ai préparé mes points GPS. En réalité, c'est à partir du moment où on prend l'avion, le pilote, tu es sa secrétaire, son assistant particulier, son copilote. Il peut plus penser à rien qu'à son rallye et à sa performance. Et là où tu vas être bon, c'est si à chaque fois qu'il te pose une question, dans le 10e de seconde, tu es capable de lui répondre. Et s'il te dit, tiens, jeudi après-midi à 18h, on sera où ? Parce que lui, il est en train de penser que j'en sais rien à ce moment-là, bah toi, tu es capable de lui dire, ah bah non, n'oublie pas qu'à jeudi, 18h30, on sera rentré des recos depuis 30 minutes et tu as le photocall pour le WRC. Là, le pilote est à côté, il se dit, bon voilà, le mec, il sait quoi. Le mec, il sait exactement, à partir du moment où on va partir, comment elle va se passer la semaine. Parce qu'il va y avoir des imprévus. C'était la force de Daniel Elena, et c'est pour ça qu'il a fait cette carrière. C'était le meilleur dans la gestion des imprévus. Donc, il faut que déjà tu sois énormément bien organisé sur ce qui est prévu pour pouvoir au mieux gérer les imprévus dans l'urgence, dans le risque et que ça se passe bien, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième qualité. Après, bien évidemment, il faut être bon dans la voiture, dans la diction des notes. Alors ça, c'est assez... je vais pas être bon pour toi, je vais être bon pour Eric. Tu comprends, chaque pilote a ses attentes en termes d'intonation, de voix. S'il faut crier, il faut pas crier, il faut être doux, etc. Donc ça, c'est une symbiose entre les deux, mais il faut quand même avoir cette dextérité de la voix, cette adaptabilité par rapport à tes pilotes, etc. C'est un plus, mais on l'a vu pour nous au Monte-Carlo, si tu es bon en mécanique, tu sauves des situations, sinon nous on abandonne, quoi. Polyvalent, il faut être polyvalent à fond. Exactement. Il faut connaître. Si tu as le ressenti, comme je te disais tout à l'heure à côté, et que tu peux aider ton pilote. Alors, c'est marrant, tu parles de ressenti, je fais une parenthèse. On te voit souvent la tête dans le cahier, jamais la tête relevée. Ouais. Du coup, tu fais les notes tout au ressenti de l'auto. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça ? Ouais, ça, c'est de pire en pire. Non, c'est pas le mot adapté, mais c'est de plus en plus où je lève de moins en moins la tête parce que. On a une anxiété particulière, tous les copilotes, c'est le trop tard. Et pourquoi avec Eric, en plus, je lève de moins en moins la tête, c'est que c'est celui qui a je dirais, un système de notes le plus complexe et le plus complet, avec beaucoup de choses. J'ai roulé avec des pilotes qui avaient des systèmes plus simples. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est pas le sujet. En tout cas, lui, c'est comme ça, et ça fonctionne, et moi, je m'y suis adapté. Mais du coup... je suis vraiment focus sur le truc, tellement toujours cette petite micro-peur, micro-crainte d'être en retard que du coup tu focuses sur le cahier. Et après, d'où l'intérêt d'avoir une position vraiment parfaite quand tu es dans la voiture. Voilà, se baquer, quoi. Tu es emboîté dedans pour être... Alors lui, des fois, il voudrait que... il me challenge que je lève un peu plus la tête parce que du coup, par des fois, il m'arrive d'avoir un peu d'avance, tu vois. Voilà. Il me dit, oh, calme, lève la tête, tu vois, des fois...
mais en mode dans l'échange pour progresser tous les deux, tu Bien vois. sûr. Parce que c'est notre 5e année ensemble et que bien évidemment, il m'a fait progresser encore et je progresse et je sais que je vais encore progresser cette année parce que plus tu es attentif aux détails, plus tu progresses, quoi. Du coup, tout ça, on revient un peu en arrière. Là, tu me racontes ce qui se passe aujourd'hui avec Eric, mais tout ce que tu as appris, tout ton engagement, t'a mené en 2013 à passer un cap. Ouais. Alors 2013, gros cap, puisque c'est l'année où Citroën lance le top driver, qui est le premier challenge international qui va faire que celui qui va le gagner va avoir un volant officiel. Et donc là, on est managé par Daniel, je disais, sa structure All Sport Management. Moi, ça y est, là, je suis devenu salarié de la structure. Donc je travaille à la fois pour la structure et pour mes rallyes. Donc je suis à Monaco. Ça me fait, à côté de ça, et c'est important dans la trajectoire, développer d'autres compétences à côté du rallye. Je vais développer avec All Sport toute la partie événementielle, qui est aujourd'hui une activité qui continue de faire, de l'événementiel sur les Grands Prix de Formule 1, de l'événementiel sur les 24 heures du Mans, sur les terrasses à Monaco. Donc moi, je vais gérer cette partie-là avec eux, D'accord. sur la commercialisation des offres, la relation client et surtout l'accompagnement quand on sera là. Et puis, je prépare mes rallyes. Et puis, cette saison, c'est une saison de rêve, puisqu'on va gagner 2 rallyes, on va faire 6 podiums sur 7. Et on est titré champion du monde en France, au rallye d'Alsace en 2013. L'année, la course où Loeb et Lena font leur jubilé. Donc là, des images extraordinaires parce que c'était, encore une fois, c'était pas calculé puisqu'on savait pas qu'on allait avoir le titre là, mais suite à ça, ils avaient réservé le Zénith, il y avait 70 000 personnes dedans. Incroyable. Et que Loeb et Lena vont faire leur jubilé devant 1h30 de spectacle, mais d'interviews, d'anecdotes avec Guy Fréclin, avec le patron de la FFSA, avec tous les gens qui ont été importants dans la carrière de Seb et Daniel. Et nous, on est en back-office, on est derrière. Et d'un coup, Daniel prend le micro et dit voilà, aujourd'hui, c'est un jour particulier pour moi. Il nous appelait comme ça, il disait mes bébés, quoi. Mais vraiment au micro, quoi. Il disait sont devenus champions du monde, donc et donc on arrive sur le podium. Mais voilà, tout à l'impro, quoi. J'étais pas, moi, du tout aussi à l'aise que je peux l'être maintenant, tu vois. Heureusement, on n'a pas pris le micro. Et puis, on se retrouve sur cette scène. Seb a parlé quand même, Chardot. Et puis après, il arrive 2 énormes Mathusalem de champagne. Et puis moi, je vais être le premier à le faire claquer comme ça. Et j'arrose Loeb. Et il y a des images incroyables, tu vois. Une scène incroyable. Tu peux pas oublier ça. Non, jamais. Parce que l'histoire va faire que Loeb va revenir. Mais sur le papier, il est en train de dire à tout le monde, il a mis sa femme en larmes, Guy Fréclin en larmes. Il a dit, j'arrête le rallye. C'est un moment pour lui incroyable. Et pour toi, c'est le démarrage de quelque chose. Tu vois, la transition, c'était dingue, quoi. Voilà. Et est-ce que derrière ce titre, tu peux nous parler de la réalité du très haut niveau ? Est-ce qu'il y a une réalité différente lorsqu'on bascule dans le championnat du monde de ce qu'on peut connaître au niveau, alors amateur, j'en parle pas bien évidemment, mais championnat de France par exemple, les formules de promotion que tu as pu connaître, là tu passes un step, c'est le double versé, donc est-ce que tu peux nous parler de cette réalité-là ? Et elle est super intéressante cette question parce que là tu passes vraiment alors, on n'était plus amateur, mais on n'était pas non plus des pros. Là, tu te retrouves à aller à Satoris, tu as les photos officielles février-mars, tu as signé un contrat, et ça y est, maintenant, tu n'es plus dans ta voiture avec tes sponsors, tu es dans une voiture tout aux couleurs officielles, Citroën Racing, et là, tu dois rendre des comptes. Donc là, du coup, c'est plus du tout pareil. Autant l'année d'avant, on était dans un système professionnel, mais toujours privé, si je puis dire, tu vois, en autofinancement avec les sponsors. Et là, tu payes plus rien. On te paye tout jusqu'à ton moindre café que tu vas prendre quand tu prends l'avion à Nice pour aller au rallye de Lettonie, tu vois. Mais c'est plus du tout pareil. Il y a des moments, sur une première année comme ça, où il te faut de suite être dans le match, où c'est perturbant. Ouais, c'est perturbant, et tu dis... le plaisir et la décontraction que j'ai eu avant, je le retrouve plus, tu vois. Et d'un coup, il y a une pression qui revient, qui était peut-être une pression au démarrage quand vous vouliez vraiment réussir. Là, maintenant, c'est réussi, mais là, il y a une autre pression, c'est la pression que, effectivement, il y a une structure au-dessus, qu'il y a un rapport entre management et un employé ou un salarié, de dire, OK, maintenant, j'ai un contrat, mes objectifs, c'est ça, et il faut que je les tienne, quoi. C'est ça. En termes d'image aussi, donc on est en 2014. Ça y est, on commence à être un peu dans les trucs Facebook.
Ça un y est, peu les moins réseaux sociaux Instagram, tout arrivent, ça. donc Donc là, on commence à, visibilité. c'est ça, on commence à te dire attention sur ce que tu mets, sur ce que tu dis, comment il faut communiquer, avec pas un niveau de professionnalisme comme on l'est maintenant en 2026, bien sûr, mais donc c'est perturbant, je dirais, et il a fallu très rapidement se mettre dans le moule. Heureusement qu'on était bien accompagné, mais voilà, avec l'expérience, tu te dis, si c'était à refaire, il y a des choses que je ferais différemment, Et, ouais. bien sûr. Et du coup, c'est quelque chose qui ressemblait à ce que tu imaginais petit de ce milieu-là de haut niveau, ou vraiment c'est un truc que tu as découvert en te disant, ok, je voyais que le côté fantastique des épreuves mondiales, mais j'avais pas encore en tête ce que ça pouvait représenter derrière. Ah, il y a un mélange des deux, parce que forcément, il y a des choses que tu kiffes pas, tu vois. Il y a encore aujourd'hui, j'ai pas, j'ai pas de honte à dire que dans le système actuel qui s'est, je dirais, upgradé depuis 2014, il y a des choses qui te dérangent toujours, tu vois, ces histoires de regarder les vidéos, tu vois, le soir quand on rentrait dans la chambre d'hôtel et que je me retrouvais à faire les vidéos avec Seb jusqu'à minuit, 1h du matin. Sur le papier, t'imaginais pas les choses comme ça, quoi. Et non. Voilà. Mais parce qu'à un moment, bah, tu es dans le très haut niveau et la réalité te rappelle que le très haut niveau demande d'être le plus perfo possible. Et si tu veux suivre, en tout cas, quand on se retrouve en 2014, l'année va pas se passer du tout comme elle aurait dû se passer, parce que c'est, je pense, de ces 30 dernières années, le produit le moins abouti que Citroën Racing, que Stellantis a sorti, cette DS3 Rally 5, qui a été un pur échec. Et nous, on s'est retrouvés la première année. Donc, on a essuyé tous les pots cassés. Et on a fini... C'était le début du R5 aussi. Donc, c'était le début du R5, mais sauf que Ford avait quand même déjà sorti un outil qui roulait depuis 2 ans. Ouais. Et nous, on arrive là, on abandonne 5 rallyes sur 7 sur problème mécanique. Les 2 qu'on finit, on fait 2 podiums, une 2e place, une 3e place. Et sur les 5 rallyes qu'on abandonne, on était 4 fois sur le podium, dont 2 fois en tête. Donc cata. Ouais, Mais on se bat avec quelqu'un que vous connaissez tous, c'est juste Ott Tanak en fait. En face de nous, on a Ott Tanak sur une Ford Fiesta Rally 2, R5 à l'époque, aux couleurs des Mac. Et on va se battre avec lui, tu vois. Donc d'un côté, tu te dis, le mec était en WRC, il s'est refait redescendre par Malcolm, parce que c'est le système Malcolm-Wilson. Je te monte, si tu fais pas les résultats, je te redescends, je te punis, je te frustre. Tu retournes en WRC2, tu fais des résultats et tu remontes. Ouais. Il l'a fait avec lui, il l'a fait avec Evans, il l'a fait avec Fourmeau, il l'a fait avec Camini. Donc on le connaît, ce système. Mais nous, on est à la bagarre avec lui, quoi. Donc d'un côté, tu dis waouh, je suis là et c'est cool qu'on soit là et on a les arguments pour être là. Et puis d'un côté, ça te demande de faire des choses que tu n'apprécies pas plus que ça, quoi. Plus que ça, c'est Voilà. du travail, c'est beaucoup de travail, Voilà. beaucoup d'engagement, et c'est éprouvant le rallye aussi. Donc arriver à mettre tout ça dedans, ça doit être compliqué. Ouais. Mais t'y es, quoi. Ouais. T'y es et tu te dis, c'est pas là qu'il faut lâcher, bien au contraire. Donc j'en garde quand même des souvenirs magnifiques de cette année-là. Il n'y a rien à dire, hein. On est allé à Moscou parce que Seb était, en plus de ça, ambassadeur pour Citroën. Donc quand les pilotes, Chris Mick et Osberg ne pouvaient pas, on s'est retrouvés à aller à Moscou pendant 3 jours. Ils faisaient des shows avec la DS3 WRC. Donc tu te dis, entre les deux, il n'y a qu'un pas, quoi. Sauf que le pas, en fait, on ne l'a pas passé, puisque une carrière, on dit que ça tient à un talent, ça tient à des opportunités, ça tient à des relations, ça tient à ta performance. Et puis, tu peux pas t'empêcher de penser qu'à un moment, il y a ce facteur aussi, alors, ou chance, ou réussite, ou être là au bon endroit, au bon moment. Bah, nous, on était au mauvais endroit, au mauvais moment. Et 2014, il se passe un truc assez incroyable. Citroën Racing, qui depuis des années assomme le rallye mondial, dit on arrête. Et qu'est-ce qui se passe? On part en WTCR avec Sébastien Loeb, Lopez et Müller. Et du coup, il va se retrouver que sur fin 2014, le programme WRC, heureusement qu'il était supporté par le pilote d'Abu Dhabi à l'époque, va se retrouver chez PH Sport avec ce pilote-là et Chris Mick. Mais en pilotage privé, si je puis dire, quoi. C'est PH qui va récupérer le programme. C'est plus le même système. Sponsorisé par Abu Dhabi Racing.
Citroën Racing ne met plus un sou. Donc nous, on se retrouve, cette année-là, une main devant, une main derrière. Et oui, Merci, au revoir. Ça a été atroce, quoi. Donc t'es passé de ça à plus rien. plus rien. C'est la dure loi du sport. Du Et sport c'est auto. là où tu disais, le haut niveau, voilà, quoi. C'est là où c'est dur, quoi. C'est intransigeant. Le mental, c'est important d'avoir un mental solide Ah ouais. parce que au-delà de du mental pour la performance, il y a tout Toute cette gestion autour, toute cette quoi. gestion à côté, cette crainte de perdre quelque chose ou d'être un jour, comme tu dis, en haut, puis un autre jour en bas. Et ça joue aussi, j'imagine, ça, sur les performances. Parce que quand tu sens arriver les choses et qu'il y a encore des épreuves à tenir, c'est compliqué. Hein. Eh ben, en fait, c'est un éternel recommencement parce que quand tu as démarré ta saison, que tu t'es battu pour avoir remonté des programmes, et alors, bon là, je te parle avec Seb, maintenant je te parle de comment je le vis avec Eric maintenant depuis 4-5 ans, tu vois, tu es en train de profiter de ton année, si je puis dire, mais tu es déjà en train de penser à 2027. Et oui. Et sans jamais avoir de certitude, en fait. Parce que même si tu as des accords, même si tu as des contrats, même si tu as... alors, tu as les Top Gun, comme je les appelle, les 5, 6, 7 équipages qui sont en WRC1 aujourd'hui, qui, eux, ont quasi certitude que d'année en année, ça va se renouveler. À part s'il y a un équipage qui était au top et qui s'effondre d'un jour, ça va plus du tout, mais Il n'y a plus de performance. on les là. connaît, les 6-7. Voilà. Mais après, quand tu es en dessous, en fait, la dure réalité du rallye aujourd'hui, je ne sais pas si tu allais en parler après, mais bon, du coup, j'y vais, c'est que on a connu une époque dans les années 90 où on avait des pilotes qui étaient considérés comme des tarmac experts, qui avaient des contrats pro pour le championnat de France. Quand tu te rends compte que l'année dernière, avec Eric, on est vice-champion de France, donc on avait le soutien de Hyundai pendant 2 ans. Donc, quand je dis soutien, c'est soutien technique et financier, mais que on n'arrive pas à se sortir des salaires grâce à ça. On a fait vivre, je pense, avec Bonato, un des plus beaux championnats de France que l'histoire Fabuleux. entière ait connu, de toutes les statistiques qui existent, avec 0,00018 secondes d'écart au kilomètre sur 1400 km de chrono. J'ai jamais vu. Absolument dingue. Ouais. Et on n'est pas pro. Alors, du coup, je repasse de tout ça, tu Ouais, vois, ouais. mais la réalité, elle est là. Et c'est que si nous, on arrive à se dégager quelque chose à la fin, c'est parce que dans la balance économique entre les entrées et les sorties, on arrive à être excédent par rapport aux sponsors et qu'on se lève comme pas possible et que moi, j'aide Eric pour trouver des partenaires. Pour pouvoir se dire que quand on quitte la maison, quand même, on fait le rallye, mais en fait, on s'auto-paye, quoi. Et oui. Et on n'est pas payé par le constructeur. C'est assez hallucinant. C'est absolument dingue. Ouais. Donc, c'est là où c'est vachement dur dans le rallye par rapport au circuit, parce que moi, je suis vraiment un passionné des deux disciplines, où on peut comparer que on arrive à ce qu'il y ait des mecs dans des championnats de GT nationaux, sont mis à disposition par Audi, Porsche, BMW ou autre, et arrivent à avoir des contrats pro en faisant des championnats nationaux. Nous, non. Voilà. Et ça où c'est dur. Effectivement, là, tu mets le doigt sur les difficultés du haut niveau. Est-ce qu'on peut dire que le sport auto, aujourd'hui, du coup, il permet aux talents d'émerger? Alors, il permet aux talents d'émerger, parce qu'on a quand même un système en France qui est très représentatif de ça avec Rallye Jeunes. Et on a plein de pépites qui sont sorties. Eric en fait partie. Eric, c'est Rallye Jeune, avec qui je roule. Adrien Fourmeau, le dernier en date qui excelle au plus haut niveau. On a Quentin Vialat, qui est pour moi le petit dernier, qui, je lui souhaite en tout cas tout le meilleur sur ce qui va arriver cette année, et fait vraiment partie des talents purs qui ressortent comme ça une fois tous les 2-3 ans. Donc on a un système qui permet de sortir ça. On a une nouvelle formule de promotion qui est arrivée avec le FR6, permet de monter en FR4, qui ensuite en FR4 te permet d'avoir ton contrat en Rallye 2. Mais il y a toujours en fait une marche après qui est hyper difficile à passer. Où dans le lot, tu en as un tous les 10 ans qui passe. Parce que même si tu gagnes le FR6, tu montes en FR4, ensuite tu as ton contrat pro en France, et puis après le step à passer, c'est vraiment de dire je passe le step du mondial. Et quand tu passes le step du mondial, en fait, tu n'as l'aide que a pu t'apporter la fédération via en fait cette pyramide, elle ne suffit plus du tout. Si toi t'as pas des partenaires privés, si toi t'as pas monté un truc énorme autour de toi, on le voit, c'est compliqué là. Les deux qui arrivent à percer, c'est les frères Rossel.
Aujourd'hui, Johan arrive à avoir un contrat professionnel, à être reconnu en tant que statut professionnel via ce qu'il a. Mais ça a mis un temps incroyable aussi, quoi. Donc, concrètement, des pilotes qui sont sous contrat aujourd'hui en France en championnat du monde, on en a 2. On a Fourmeau et Rossel. Et pourtant, il y en a... C'est dingue ce que tu dis, parce qu'en réalité, on met le doigt sur le fait que le système est quand même organisé pour pouvoir faire émerger des talents. Voilà. Donc il y en a quand même qui émergent chaque année C'est ça. au travers de ces formules. On a des étapes et des échelons à passer qui permettent à tous ces jeunes de passer des étapes. Sauf que tout ça se fait en parallèle. C'est une double vie en fait. Tout ça se fait en parallèle d'une vie soit d'étudiant et ensuite une vie professionnelle. Donc il faut arriver à tout cumuler. Et peut-être la difficulté aussi, c'est que si tu arrives à cumuler ces deux vies, le jour où tu arrives à avoir un contrat pro, là, du coup, tu peux plus avoir ta vie d'à côté. Donc, tu es obligé de mettre... Donc, c'est un peu schizophrénique, tout ça. Ah, c'est exactement ça. Et c'est des choix à prendre qu'il faut ne pas regretter après. Là où c'est très regrettable, c'est que c'est reconnu... Enfin, je veux dire, à l'échelle du monde, la France, c'est quand même pas un territoire immense. C'est reconnu mondialement, ça c'est pas Thibaut Delahaye qui le dit aujourd'hui au podcast, que la France, c'est le meilleur niveau au monde sur l'asphalte. Et non pas parce que... alors, on a eu bien sûr l'effet Lob-Ogier, qui a fait que... Mais aujourd'hui, dès que tu parles, ils appellent ça dans le rallye un peu le French driving style, on est reconnu pour être les kings du tarmac. N'importe qui vient faire aujourd'hui une manche en championnat de France et qui doit croiser Johan Bonato, il tremble. Tu prends n'importe quel pilote. Et on en parlait même avec Eric, je veux dire, même les pointures du championnat du monde, je ne citerai pas de nom, ils viennent demain faire le rallye d'Antibes, ils vont trembler. Parce qu'ils vont se dire, et on sait tous que quand tu viens défier les référents de la catégorie, c'est comme demain aller aussi au championnat d'Italie. De toute façon, en tarmac, tu as 3 championnats référents. France, Italie, Espagne. Oui. C'est comme demain, tu vas aller en Espagne et tu vas essayer d'aller défier Antonio Suarez sur une manche asphalte. Mais la France a toujours eu cette connotation de vraiment, on est les experts là-dessus. Donc, et le système rallye jeune, ils se trompent rarement. Leur système de détection, il est vraiment bien fait. Donc, dès qu'il y en a qui sortent, il y en a qui ont fait leur petit bonhomme de chemin et malheureusement, au bout d'un an, on les a oubliés. Voilà, parce que... mais il y en a... Ils sortent, ils restent, ils continuent de persister 2 ou 3 ans. Donc là, on se dit, voilà, vraiment, c'est des pépites, quoi. Mais la marche d'après, parce que après, il y a une réalité qui nous rattrape aussi, c'est la conjoncture et l'explosion des prix. Voilà, ce que coûte aujourd'hui un rallye en championnat du monde de WRC2 avec une RC2, parce que le RC1, on va même pas en parler, c'est plus cher que ce que coûtait en 2015 une manche du mondial avec une WRC. Incroyable. Donc... Et malheureusement, il manque de vraies structures, de management. Je prends l'exemple du circuit. Filière Mercedes, qui prennent des jeunes dès le karting, qui les emmènent dans les catégories d'accession, qui les emmènent en monoplace, qui ont un système d'autofinancement, où ils sont capables d'encadrer 7-8 jeunes. Ça n'existe pas en rallye. Ça n'existe pas en rallye. Voilà. Alors, il y a uniquement Toyota qui l'a fait, avec la Toyota Academy, mais qui est très centrée sur des Japonais. Oui. Ils ont leur système, ils les font rouler sur des rallyes 5, des rallyes 3, après ils les mettent en rallye 2, mais c'est 100% japonais. Voilà, donc ils sont dans leur truc, ils en sortent 2, ils roulent un peu en WRC2, peut-être qu'il y en a un qui passera au pas, qui prendra la transition de Katsuta, ou pas. Pour l'instant, il y a Katsuta, parce qu'ils tiennent absolument à ce qu'il y ait un japonais, donc tant qu'ils seront... Voilà, nous on n'arrive pas à l'avoir ce truc. Voilà. C'est assez paradoxal, puisque d'un côté tu dis qu'on a des meilleurs pilotes asphalte d'un côté, et d'un autre on a aussi tout un système de parcours qui permet d'eux, mais il manque quelque chose. Et puis je parlais de l'asphalte, mais nos Français ils savent très bien rouler sur la terre aussi, parce qu'on a un championnat terre, on a tout un système, on est vraiment une nation de rallye. Je crois que la répartition à la FFSA sur rallye karting circuit, c'est 2 tiers des licenciés, c'est du rallye. Et tout le reste... Donc là, c'est une nation forte en termes de rallye. Quand on voit même tous les rallyes qui sont organisés en régional... La structuration régionale, Coupe de France... 202 engagés au rallye du Touquet le week-end prochain, c'est énorme. C'est guichet fermé. Voilà. Donc, parle-nous d'une autre dimension
La dimension rallye raid Ah. de Dakar. Alors Expérience ça, sûrement dingue. dingue. Alors ça, donc ça, je l'ai fait avec Stéphane Consani, parce que bon, pour faire assez court, après Seb Chardot, il y a eu l'épisode Nicolas Siamin qui a duré 4 ans. Chaque fois, je pensais que ça allait s'arrêter. Et puis Stéphane qui est venu toquer à la porte. Stéphane, 4 ans. Et puis maintenant, Eric. Donc voilà, vraiment, je te parlais de... Il y a eu entre-temps la saison 2015 où j'ai fait aussi avec Bouffier. Mais en fait, en réalité, il y a 5 pilotes à retenir dans ma carrière, si tu veux. C'est Chardonnay, Bouffier, Siamin, Consani et Camilly. Donc c'est pour ça que je te disais que vraiment, c'est un plaisir. Parce que quand tu montes avec des mecs comme ça... il n'y en a pas un qui n'a pas été ou rallye jeune ou espoir échappement. Ces mecs ont tous gagné des championnats, qui ont tous été... Et puis ça s'arrêtera avec Eric. Des victoires, des titres. Des victoires, des titres. J'ai eu des titres avec tous ces pilotes-là, tu vois. Voilà. Et donc en 2023, donc avec Stéphane, on avait été champion d'Italie en 2019, champion de France sur la Terre en 2021. Et puis, bon, bah voilà, 2022, c'est l'année du Covid. Enfin, on fait rien. 2020 Covid, Ah ouais, 2022, Ouais. c'était conjoncture compliquée. Ouais. Ouais, voilà, 2022, on fait rien. Et en fait, il m'appelle le 15 novembre. Alors, c'est important que la date, parce que... Et il me dit, bon, bah voilà, j'ai reçu un appel d'une équipe, on peut aller faire le Dakar. Je dis, quoi? Donc, tu vas partir le 27 décembre, hein, Eh oui. juste après Noël. Il me dit, bah ouais, en fait, voilà, l'histoire, c'est qu'il y a un pilote qui s'est désisté, il y a une place qui s'est libérée en last minute, les top conditions, parce que voilà, et l'équipe a appelé Stéphane. Je dis, mais Steph... Il me dit, écoute, je sais pas, ça fait des années que tu me parles que le Dakar, c'est ton rêve. Il me dit, tu vas pas te dégonfler maintenant. Il me parle comme ça, tu vois. Bon, ben, je dis, bah allez, on y va, quoi. Donc, feu, il dit, ok. Il me dit, de toute façon, faut que je donne la réponse. Zéro préparation, 15 jours. On part quand même faire un test avec la voiture, juste histoire de monter dedans, parce que Steph n'avait jamais conduit un SSV. Enfin, si, il avait fait une course sur glace, mais rien à voir, le SSV Ice Tour. À Château-Latour. On fait 40 bornes sur les pistes assez techniques de Château-Latour, mais qui sont des pistes terre, quoi, comme si tu y allais pour préparer le Rallye du Portugal. Voilà. Ouais. Puis au bout de 40-50 bornes, il était embuté de la voiture. Le gars lui dit, par contre, bon, Dakar, il va pas falloir que tu conduises comme ça, parce que c'est... Bon, il dit, bah, de toute façon, on arrête, parce que sinon, je vais le placarder, le truc, quoi, tu vois. Donc, on arrête. Et puis, nous voilà rentrés à la maison, commence à préparer... nos affaires, nos sacs et tout, bon, quand même, t'as un peu la pression qui monte, tu vois. Tu dis, là, je pars dans un truc. Moi, navigation, bah, il y avait encore pas de ChatGPT à l'époque. Hein. Donc, bon, je regarde un peu les trucs sur Internet. Franchement, j'avais un peu la pression quand même. Et parce que tu annonces pas des notes, non. Tu annonces une direction. C'est un autre métier. Franchement, c'est un autre métier. C'est comme demain de dire au Gol de Marseille, tu vas être pilier en rugby. À lui dire, bah attends, c'est pareil, hein, écoute. Juste d'un stade. Un stade, courir. Bah voilà, je te prends, tu vois, je peux pas te faire la meilleure comparaison, quoi. Alors, bien sûr, il va retrouver des ressemblances. Il va courir, il y a un ballon, c'est un jeu d'équipe. Mais ça n'a rien à voir, en fait, tu vois. Donc, et là, donc on part, on prend l'avion. Alors là, par contre, tu vois, je me suis revu un gamin. En fait, le truc qui a été extraordinaire, c'est qu'on prend l'avion à Marseille. Donc tu pars dans des avions charter et tu vas dire bonjour à Yazid Al-Radji, Nasser Al-Attiyah, ils sont avec toi, Mathieu Baumel. Et là, j'avais l'impression d'être le gamin qui était en 2012 au Monte-Carlo et qui avait des étoiles dans les yeux. Non pas que maintenant, quand j'arrive dans un paddock de WRC, je suis blasé, mais tu comprends. Non, mais tu as vu, tu as l'expérience. Voilà, là, je suis arrivé, j'étais un gamin, quoi. Je passais devant les structures, j'avais mon téléphone, j'ai pris 400 photos, alors que je le fais plus en WRC, tu vois. Et heureusement que je suis ami avec Mathieu Baumel et en fait je lui dois beaucoup parce que je suis allé le voir, j'ai dit écoute Mathieu, mais non mais ça va le faire, il m'a vraiment mis en confiance, il m'a pris 2 heures, il m'a fait monter dans le Hilux, il m'a dit ça, il a tout fait pour me mettre en confiance et il m'a dit tu vas crescendo, vous allez partir au début, tu as un avantage qui est pas indéniable, c'est que vous allez avoir beaucoup de traces. Donc au début, tu suis pas mal les traces et tu vérifies ton roadbook que ça va. Et puis après, tu vas commencer à prendre des risques, tu vas commencer à faire des erreurs. Et puis tac. Et puis il m'a montré les subtilités du truc en 2 heures. Donc on fait le prologue. Alors le prologue, tu peux pas te louper, quoi. C'est tout fléché, machin, tu peux pas te gourer, quoi. On fait un bon temps, on fait top 15, on était 43 machines en T4. Donc bonne position de départ. Et puis nous voilà partis, quoi. Ben alors nous voilà partis, mais direct dans le dur, quoi. Parce que tu sais pas ce qui t'attend, là. Ben en fait, te donne ta tablette 15 minutes avant. Donc, ceux qui ont de l'expérience, alors au début, je le faisais pas du tout, mais
ils vont faire tourner les pages vraiment très très vite pour voir où il y a des pièges. Et en fait, ils prennent un autocollant, ils se mettent de l'autocollant de peintre, là, tu sais, là, où tu peux écrire dessus. Et ils se mettent avec un gros feutre, des points d'exclamation, attention, 1,158 km, gros danger, tu vois. Ils ont un quart d'heure pour le faire. Donc, ils vont se mettre peut-être une dizaine d'annotations sur des gros pièges qu'ils vont remarquer dans la spéciale. Donc déjà, il faut avoir la dextérité de repérer le piège. Voilà, il faut s'appeler Mathieu Baumel ou les autres et l'avoir fait 10 Dakar déjà. Donc moi, j'étais là, je faisais rien au début, j'attendais, quoi. Et puis tu pars. Et donc, toi, tu es à côté, tu as une petite télécommande pour descendre case par case, truc de roadbook, et puis qui te fait un V quand tu as passé la case, comme si tu le ferais à la main, quoi, sur ton roadbook manuel. Et déjà, tu donnes des indications pendant la liaison. Alors, la liaison, c'est méga long, hein. Des fois, tu es à 150 km, c'est que de la ligne droite, tu es là, bouh. Ah ouais, avec le bruit, la chaleur aussi. Hein. Pas tant, parce que le matin, il fait froid. Hein. Okay. 5-6 degrés, des fois. Et puis après, tu arrives au départ de la spéciale. Nous, ce qui a été très dur, le roulage sur la piste, la caillasse, le truc et tout, dans les wadis et tout, bon, au demeurant, c'était déplacer le buggy, ça allait. C'est les dunes. Et franchement, chapeau à Steph, parce que... Ça fait peur ? Ouais. La première, en fait, que tu arrives, et là, au loin, c'est comme tu vois la montagne quand tu montes dans les Alpes, je vois ces immensités de dunes, et Steph, il me dit, c'est là-bas qu'on va ? Je dis, écoute, de toute façon, là, on est cap machin, tu sais, t'es toujours, ouais, je pense, mais tu sais pas si dans un moment, tu vas changer de cap, mais... Et puis, plus on approche, je dis, ouais, je crois que c'est celle-là. Et la première qu'on va faire, en fait, t'as 3 niveaux de dunes, 1, 2, 3. Danger 1, 2, 3. 3, c'est balèze, hein. La première qu'on fait, c'est une 2 déjà. Et je m'en rappellerai toujours. Alors, en plus, le jugement des dunes, toi, des fois, tu as envie de dire, mais la 2, pourquoi vous l'avez pas mis en 3 ? Et des fois, la 2, pourquoi vous l'avez pas mis en 1 ? C'est nouveau pour toi, ouais. C'est un peu comme les pistes de ski. J'ai une question. Est-ce que tu... Il y a cette... Est-ce que tu t'habitues à la vitesse parce que tu es lancé pendant des kilomètres un peu à fond, quelque part. Ouais. Du coup, tu dois plus sentir la vitesse à laquelle tu es. Et quand tu arrives sur la dune, comment tu... Alors, c'est plutôt une question peut-être pour le pilote, mais toi, tu l'as vécu à côté. Comment tu gères ta distance pour te dire je vais pas prendre la dune trop vite ou... C'est tout le plus dur, hein, ce que tu dis. Alors, savoir qu'en vitesse, on est quand même... C'est quand même pas la folie. En SSV, on est limité à 130 km/h. Les T1 sont limités à 160 et les camions sont limités à 180. On a de la vitesse limite. Hein. Donc, tu dois pas aller plus vite. Tu as un bip, bip, bip. Sinon, tu es pénalisé pour tes excès de vitesse et tout. Mais c'est très, très dur, la dune, parce que c'est un peu comme quand tu fais de la moto d'enduro, quand tu arrives en bas de la pente et qu'on te dit faut mettre la louche à mort parce qu'il faut pouvoir monter, quoi. Et tu sais pas l'épaisseur de sable qu'il y a, tu sais pas si ça va creuser, tu sais pas, et tu sais surtout pas ce qu'il y a derrière. Yeah. Voilà, donc, parce que de tonneaux... ouais. Mais il faut arriver avec de la vitesse. En fait, il faut arriver avec un maximum de vitesse en bas pour éviter de... Et petit à petit, une fois que tu es en train de faire ta montée, donc tu apprends au début que tu l'apprends jamais... Ça, on savait déjà qu'il faut l'apprendre comme ça pour monter vraiment de côté, quoi. Et en fait, l'idée, c'est qu'une dune, ça fait toujours comme ça, et ça finit toujours par tomber, en fait, par s'abaisser. Et l'idée, c'est d'aller chercher la portion, elle est le plus abaissée, et pas de l'attaquer en front, quoi. Et plus tu te rends compte que tu arrives avec de la vitesse en haut, donc tu dis que je suis arrivé, plus tu vas lâcher, quoi. Oui. Parce que l'erreur, c'est d'arriver en trop basse vitesse. Et tu te tanques après. Et là, par contre, si tu arrives vraiment et que tu as la bonne vitesse et que là, tu te sens, là, tu vas pouvoir, vu que tu as l'inertie de la montée, forcément, dès que tu vas lâcher les gaz, Mais la première qu'on a fait, et c'est en 2023, ces images, ils ont fait le tour du monde entier, c'est la fameuse dune où Sens, avec l'Audi, il n'arrive pas à monter. Donc l'Audi, c'est quand même un T1+, 4 roues motrices, avec un moteur sur chaque roue. Et en fait, il arrive sur cette dune, et il y avait eu des tas de montages de vidéos sur Instagram avec des musiques de dingue, et on le voit, il se décale. Et en fait, il l'a attaqué de manière un peu trop, sur la partie un peu trop haute, et il va se décaler. Mais plus il se décale, et plus le véhicule descend. Tellement il n'y a plus assez de force. Et il va réussir à la gober comme ça. Et nous, on arrive sur celle-là, c'est la première dune qu'on n'ait jamais faite. Franchement, je me suis chié dessus. Ouais. Parce que, en plus, et c'est là où c'est désagréable, après, tu sais, ton oreille interne, elle réagit différemment. Moi, par exemple, dans les jeux d'attraction, quand c'est des jeux où tu as de la compression, ça me fait rien du tout. Mais dès que j'arrive en haut... Et que ça relâche... C'est une horreur pour moi, mais je prends pas de plaisir, j'en fais pas. Et mon fils, quand il sera ado et qu'il me dira on va là-bas, je resterai en bas, quoi. C'est une horreur. Et là, j'ai retrouvé cette sensation-là dans le buggy parce qu'en fait, quand on décalait en latéral comme ça et que moi, je voyais le vide en bas, là, et que le buggy montait pas, tu vois, je voyais le vide,
Et j'avais toujours peur de ce truc où les roues se tankent et on fasse des tonneaux. En soi, c'est paradoxal parce que c'est très compliqué de se blesser. Enfin, tu peux te blesser sur des cassures et des réceptions où tu te fais mal au cervical. Mais si tu fais des tonneaux, tu fais des tonneaux. Tu vois, on sait que les tonneaux, ça blesse pas. Par rapport en rallye où si tu te sors et tu viens t'encastrer dans un... Tu vois, ou même comme j'ai fait avec Patrice, tu as plus de chances de te blesser, quoi. Donc, j'avais pas la peur de me faire mal, mais j'avais cette espèce de peur de... Je me disais, la sensation, elle est pas agréable. Pas agréable, quoi. Voilà. Tu prends pas de plaisir à ce moment-là. Ouais. Bon, c'était les premiers jours, il a fallu se faire. Franchement, chapeau à Steph qui s'en est extrêmement bien sorti. Et puis après, ça y est, tu vois, l'appréhension, elle passe. On fait 1, 2, 3. Voilà, tu vois que lui, il arrive à gérer, il a compris le truc, il a analysé. On échange à mort entre les deux. Bon, là, tu pars avec quelqu'un, il faut que tu t'entendes trop bien, quoi. Est-ce que c'est quoi Qu'est-ce qui se passe au-delà de la voiture? Bivouac, tu les réparations. Les réparations, tu dors. Alors, nous, on avait un camping-car, mais si c'était une tente, c'était pareil, tu dors ensemble. Ces 3 semaines, tu te lâches pas, quoi. Faut vraiment être. Et puis la fatigue, non? La fatigue, le stress, t'es loin de la famille. Enfin, c'est vraiment un truc incroyable. Mais voilà, moi, demain, je repars les yeux fermés avec lui parce que ça s'est extrêmement bien passé. On a toujours été soudés. On n'a pas vraiment eu de moments difficiles, mais on s'est jamais un mot plus haut que l'autre. Jamais. Et ça, c'est. Et ouais, parce que tu peux vite t'emporter dans l'agacement ou la fatigue, les nerfs qui lâchent. Ouais. Et lui, il a été malade à la fin. Ça qui était un peu dur à gérer. Il a chopé le mal des dunes. Et ouais. Alors, c'est connu. Hein. Par exemple, il y en a un qui a fait toute sa carrière avec ça et qui n'a jamais réussi à le soigner. C'est Guerlain Chichery. Guerlain Chichery, il est atteint du mal des dunes. Et pourtant, le mec a failli gagner le Dakar, a gagné des étapes et tout. Hein. Donc, il y en a qui prennent des cachets. Par exemple, c'est connu, c'est comme le mal de mer. Ouais. Ça tangue, en fait. Tu prends à force le flot que tu prends sur les dunes et tout. Et tu vois, sur les grosses dunes, il ne l'avait pas. Les grosses dunes, c'est je monte, je descends. Mais à la fin, pourtant, on était sorti de l'Empty Quarter, c'est la plus grande étendue de désert au monde où il n'y a aucun signe de vie. Ça, c'était dingue. On était 48 heures là-dedans, avec bivouac et tout. Et quand on est sorti de ça, on a eu des dunes où ça faisait, tu sais, c'est ces fameuses images quand tu les vois à la télé où ils se suivent, ça fait toboggan. Eh ben, Steph, il a souffert à mort là-dedans, quoi. Parce que justement, c'est là où. Et ça doit être très dur. Hein. Ouais, c'est dur. Moi, j'ai pas été malade. Heureusement. Mais tu vois, expérience de dingue et j'espère y retourner un jour, quoi. Ça, j'aimerais bien, quoi. Écoute, Thibaut, tu as fait beaucoup de choses incroyables. Je voudrais que tu me dises s'il y a 2 épreuves qui ont marqué le plus ta vie de copilote. Si tu devais en choisir que 2. Si je devais en choisir que 2, je mettrais, je mettrais forcément quand on a le titre de champion du monde avec Seb, forcément. C'est dur 2, hein. J'aurais plutôt envie de t'en dire 4-5, mais... Dis-moi en 3. Allez, 3. Je mettrais ça, bien sûr, parce que ça, c'est un tournant majeur. Je mettrais le rallye de Finlande avec Nicolas Siamin en 2017, parce que ça aussi, c'est il a 19 ans, on a démarré ensemble, ça fait tout juste 1 an qu'il fait du rallye, et on va gagner le rallye de Finlande avec 13 temps scratch face à Lindholm, Armstrong, donc costaud. Et là, je sens qu'il est en train de se passer quelque chose. Dans la 2e spéciale, je m'en souviendrai toujours. On fait un temps scratch, on les assomme tous. Alors, ça reste que du doromotrice, mais c'est quand même... On sait tous que des Evans et tout, ça vient de là. Hein. Et là, je le regarde dans les yeux, je dis, tu vas gagner le rallye de Finlande. Tu vois, parce que j'avais à ce moment-là un petit peu ce truc de mentorisation sur lui, si tu veux. On avait 13 ans d'écart. Hein. On a 13 ans d'écart avec Nico, donc j'avais un rôle... voilà, donc je vais garder ça en tête. Et si je devais en choisir un 3e, je dirais le rallye du Var cette année avec Eric. Parce que j'ai été un petit peu... c'est la première fois où je me suis senti un petit peu submergé d'émotions, si tu veux. Parce que, bon, le rallye a été dingue. Il y avait Lop qui était là et tout. Bon, c'est dommage, il abandonne. Moi, j'aurais bien aimé qu'il soit sur le podium 3e, tu vois. Oui, façon de dire, c'est des images, voilà. Qu'on a fait un rallye
si c'était à refaire, je ne sais pas si on saurait le refaire. C'est toujours ce que dit Eric, quoi. Quand tu as sorti des perfs comme ça, tu ne sais jamais si tu seras capable de le refaire. Mais malgré tout, il se passe un truc dans l'avant-dernière spéciale. Il s'effondre total. Je lui dis dans la voiture, je le sens. Et donc, il a fallu se remobiliser dans la dernière. On a frappé fort. Et puis là, il y avait ma mère qui était à l'arrivée. Il y avait ma femme, il y avait ma mère, il y avait mon petit. Et si tu veux, je me suis refait le film. Et je me suis vu en 2003 être là et voir Cédric Robert, Brian Bouffier, Nicolas Bernardi, Simon Joseph gagner. Et j'étais à l'hôtel BNB avec ma mère à Roquebrune-sur-Argence. J'y allais, j'avais toutes les cartes, tous les autographes, je prenais des photos avec eux. Et en fait, sinon il durait 10 heures le podcast. Hein. Mais l'histoire du rallye, il y a eu quelqu'un de très important dans le système du rallye, au cœur de tout ça avec Chardot, c'est Frédéric Capuccio, que j'ai rencontré à Saint-Tropez et qui est devenu à ce moment-là la personne de l'ombre. Ça a été notre coach, ça a été notre ouvreur, ça a été notre mentor, mais toujours la personne de l'ombre qui a jamais cherché à se mettre en avant. C'est un mec qui a été champion de France, qui a gagné des formules de promotion, etc., etc. Et j'ai passé des nuits entières avec lui. C'est le premier qui m'a dit, on avait ce terme-là, je vais te saccager. Je partais en Subaru avec lui, je prenais un cahier de notes, on allait dans le Canadel, il roulait à bloc et il me hurlait dessus parce que j'écrivais pas assez vite. Et donc, si tu veux, quand on a démarré le rallye du Var et qu'on a fait le temps-tirage dans le Canadel, et qui m'a écrit avec les yeux, tu vois, on avait fait le temps-tirage dans le Canadel parce que c'était parti de, tu vois. Et donc, du coup, de gagner le rallye du Var, tu vois, il y a des fois, c'est des titres, puis il y a des fois, c'est qu'une épreuve. Et là, j'étais à l'arrivée, on attend. Je sais pas si tu les as vu, ces images. Eric, il attend dans la voiture, il attend, puis après, il sort, on exulte. Je vois ma mère, je vois mon fils. Tu vois, c'était beaucoup, quoi. C'est beaucoup d'émotions d'un coup. Donc, ces trois-là. Après, il y en aurait d'autres, mais voilà. Ces trois-là sont importants. Ouais. Ils sont magnifiques. Ouais. Et avec tout ça, on va parler un peu de transmission et de ton rôle de formateur. Tu es formateur et aussi coach, ouais. À côté de ce que tu fais ou Ouais, alors comme on le disait, hein, en revenant un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, si moi aujourd'hui j'avais la possibilité de vivre à 100% du rallye, je me contenterais de faire que ça. Je suis sportif à côté, j'aime faire du sport. Au lieu de faire 3 séances par semaine, j'en ferai 7. Mes rallyes, je les prépare à 100%, mais peut-être je les préparerai à 200% parce que j'aurai encore plus de temps, etc. Tu vois, je serai encore mieux, toujours mieux, quoi. Bon, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est qu'à côté, il faut quand même travailler. Et qu'en parallèle de tout ça, j'ai pris le pli en 2015 de passer un diplôme qui s'appelle le BPGEPS, que tu peux passer dans n'importe quel sport. Moi, je l'ai passé dans le sport auto avec la mention perfectionnement au pilotage et qui me permet à côté de faire des opérations avec les constructeurs. Donc, dans un premier temps, j'ai bossé comme beaucoup de mes collègues qui sont actifs dans le sport auto ou non sur toute la partie événementielle. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as des journées comme les Audi Driving Experience, les Roadshow Porsche, la BMW Driving School, etc., on est là pour encadrer des clients qui viennent, qui sont souvent des clients de la marque. Ils sont invités, ils ont acheté une nouvelle voiture, etc. Donc, nous, on les encadre dans le cadre de journées passion, quoi. Voilà. Ensuite, ça m'a amené à faire du coaching pour des clients privés, circuit et rallye. Donc, ça, c'est la deuxième facette de mon activité. Et la troisième, c'est la formation. Puisque quand on est, je dirais, indépendant comme on l'est, on est en contact avec la plupart du temps des grosses agences parisiennes qui s'occupent d'avoir tous les contrats pour la formation des vendeurs. Donc là, c'est un métier qui est complètement différent, mais on forme la force de vente sur les véhicules. Donc là, on a un rôle de formateur à la fois produit, formateur métier aussi, sur des directeurs, des chefs des ventes, des conseillers services après-vente. Et là, je fais pas mal de modules de formation pour différents constructeurs, quoi, le groupe Renault, le groupe Volkswagen, etc. Donc, ma vie aujourd'hui, si tu veux, en tant qu'indépendant à mon compte, elle est partagée entre mes rallyes, les formations, des opérations événementielles avec des constructeurs, du coaching sur des clients privés. Et il y a aussi la partie incentive, où là, par exemple, pour le compte de clients comme Michelin, j'encadre des groupes VIP sur les 24 heures du Mans, les 24 heures du Nürburgring, où là, je suis vraiment dans un rôle d'accompagnant VIP. Bon, là, c'est vraiment un côté de métier très, très cool, où tu n'as presque pas l'impression de travailler, si je puis dire. Tu te retrouves au cœur de l'événement. Tu es au cœur de l'événement, tu as tous les passes, tous les accès, tous les grids. Et
Et en fait, tu balades des gens en leur parlant de ta passion. Et moi, je suis tellement passionné que Ça se voit. ça se fait de manière fluide, quoi. Quand tu fais du coaching privé, est-ce que ça t'arrive d'encadrer des jeunes pilotes? Qu'est-ce que tu cherches à leur transmettre? Alors, c'est dur. C'est dur d'encadrer des jeunes pilotes. Parce que souvent, jeune pilote dit compliqué en termes de budget. Et aujourd'hui, le coaching, c'est un vrai sujet parce que, tu vois, moi, je me suis rendu compte avec le sport. J'ai eu une blessure il y a 3 ans. J'ai pris un coach de sport. Euh, alors, c'est quelque part une source de dépenses que tu dois prendre en compte, hein. Donc, à toi de trouver le bon équilibre de dépenses, le bon format. Il y en a qui vont le faire 5 fois par semaine et des séances de 3 heures. Moi, je le fais 3 fois, des séances de 1h15. Tu vois, j'ai trouvé mon équilibre. Mais je dirais que je peux presque plus m'en passer aujourd'hui. Et j'ai compris l'efficience de prendre quelqu'un comme ça. Je me suis jamais senti bien en termes physiquement, en termes de santé, en termes de sommeil, en termes de tout, tu vois. Mais on a quand même des gens qui ont beaucoup d'ego par rapport à ça et qui ont du mal, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. De se dire, je vais me faire accompagner. Ouais, moi je conduis bien. Moi, De j'en ai toute pas façon. besoin. Voilà, moi je conduis bien, quoi. Je vais pas me faire accompagner parce que. Donc ça s'est quand même pas mal démocratisé ces 10 dernières années. On a beaucoup de pilotes de renom qui l'ont fait. Alors moi c'est toujours pareil, je suis pas le pilote, je suis le copilote. Donc déjà, on a souvent tendance à se tourner vers un pilote, mais moi ça je l'entends. J'ai pas, encore une fois, j'ai pas d'ego par rapport à ça. Et puis il y a de la place pour tout le monde, donc il y a tellement de gens qui font du rallye que chacun propose ses prestations, ses forfaits, etc. Mais avec les jeunes c'est dur parce que les jeunes, et je le comprends, ils galèrent à trouver des budgets. Ah oui, il y a aussi un autre truc que je fais maintenant depuis cette année. Je donne des cours à l'ITM Graduate School, qui est une école basée sur les métiers du sport automobile et de l'automobile, qui est basée à Genève, à Monaco, au Mans et à Aix. Et justement, je suis en contact avec beaucoup de jeunes qui font des études pour faire un métier dans le sport auto demain, que ce soit team management, team manager, directeur d'écurie, directeur de gestion marketing dans le sport auto, chargé de projet. Tu vois, il y a plein de profils différents. Et forcément, il y en a qui tâtent le sport auto à côté, quoi. Et je parle de jeunes parce que du coup, oui, ils ont entre 21 et 25 ans, quoi, tu vois. Et on discute de la réalité. J'ai animé des modules. Et les 2 modules que j'ai animés, c'est sponsoring et négociation partenaire. Donc, on est dans le cœur du sujet. Moi, j'adore parce que je leur raconte la vraie vie. Je leur raconte, je leur délivre des PowerPoint que j'ai écrits sur des trucs et tout. Je leur dis, voilà, ça, c'est ce que je dois vous dire, c'est du contenu. Puis après, on va se parler de la vraie vie, tu vois. Et, mais c'est dur. Donc, le dernier que j'ai fait, c'est un client hongrois qui a gagné le championnat de Hongrie en euromotrice. Mais voilà, c'est pareil, on a eu du mal à faire un vrai programme de plusieurs journées parce que toujours limité par le budget. Il y a des envies, il y en a qui ont envie, mais. Et puis nous, après, il y a une réalité de travail. Tu vois, je veux dire, toi, dans ton travail, ce que tu fais, c'est qu'à un moment, tu as envie de faire des efforts, donc tu peux le faire en fonction de qui c'est ou pourquoi, mais après, la réalité, Tu peux pas trouver de récurrence, quoi. Ce que tu dis, c'est la difficulté, c'est de trouver de la récurrence C'est ça. et ouais, d'accompagner qui tu voudrais pouvoir Voilà. accompagner, quoi. Et oui, c'est pas simple et je comprends que le nerf de la guerre, ça reste le budget. Et si on cumule tout, ça amène une difficulté qui devient limite un obstacle. Ah bah oui, et encore plus pour les jeunes, hein. Donc moi, j'aimerais bien, moi, dans un idéal, si je me posais en tant que bienveilleur du sport automobile, j'aimerais qu'en France, on ait une vraie filière avec je dirais, un groupement de professionnels qui sont là pour encadrer des jeunes, qui viendraient se substituer ou pas à la FFSA. Mais les compétences humaines, on n'aurait pas de mal à les trouver. On trouverait des coachs, des techniciens, on sous-traite à des équipes techniques, tout ça, ça se met. Mais le plus dur, c'est que on est quelqu'un qui arrive à créer un consortium d'entreprises qui, avec des solutions de défiscalisation, etc., puisse dire, bon bah ok, nous, on est dans ce groupement, on a envie d'aider des jeunes, on a une vraie filière, on va détecter des jeunes et on va les emmener au plus haut niveau. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Ouais. Voilà. Donc, Chacun doit se débrouiller de son côté. Chacun doit se débrouiller de son côté. Ça m'animerait, tu vois, ce genre de projet. Mais je le vois. Je pense que c'est ce que tu dis est vrai et important et qu'il faut aller au bout de ces idées, hein. Il faut essayer de pousser des projets comme ça. Il faut essayer de s'organiser. Tu
tu as un parcours et une carrière qui aujourd'hui, comme tu le disais au début, t'apporte un réseau et il faut essayer d'ouvrir d'autres portes. Tu en as ouvert toute ta vie, il faut continuer à en ouvrir, je pense. Et la transmission, tu vois, c'est mon truc. Alors, dans une moindre mesure, je le vois avec mon fils aujourd'hui. Alors, mon fils, si tu veux, il a 4 ans, il fait pas du tout de compétition, etc. Mais forcément, il grandit dans une famille entre ma femme et moi où l'automobile, alors lui, c'est la moto, mais je vois le bonheur que ça me procure de le voir faire ça. Et je sais que demain, quand je vais décider d'arrêter, la décision d'arrêter, elle se fera un jour quand je l'aurai décidé. C'est-à-dire que j'ai toujours dit, le jour où j'ai peur, j'arrête. Aujourd'hui, j'ai pas peur, mais il faut être capable de se regarder dans les yeux. Et le jour où tu as une alerte, de dire j'ai peur. J'ai fait plus de 220 rallyes dans ma vie. Pas de blessure pour le moment. Donc à un moment, il faut aussi être capable de dire stop. Donc ça pourrait être une des raisons. Mais le jour où je vais prendre cette décision, il va me manquer quelque chose. Eh oui. C'est évident. Et c'est ce qui me fait, et c'est ce qui va retarder en fait l'adrénaline que procure tout ça et le résultat. Alors c'est dur un peu à dire parce que maintenant on est dans un truc où si tu fais pas le résultat, t'as du mal à prendre le plaisir, tu vois. Bon, il faut trouver la juste balance, mais il faudra que ce manque d'adrénaline, il faudra que je le retranspose sur quelque chose, tu vois ce que je veux dire. C'est pas à 42 ou 43 ans que je vais redémarrer une carrière d'autre chose. Mais par contre, de le trouver dans la transmission avec des jeunes... Plus de la même manière. Tu redémarres forcément une carrière de quelque chose, mais plus du tout de la même manière. C'est ça, voilà. Et quel regard tu portes sur ta carrière, justement? Parce que tu dis je trouve du plaisir dans la performance, mais peut-être que tu peux aussi trouver du plaisir sur ton parcours, en réalité, puisque tu as fait beaucoup de choses, tu as eu beaucoup de victoires, hein. Donc il y a peut-être une forme de plaisir à tirer de tout ça. Oui, non, mais c'est sûr. Alors, c'est souvent quand on se retrouve dans ce genre de situation, comme là, avec toi, un podcast ou une interview, que tu te refais le film, et que tu prends le temps de dire, ouais, quand même, c'est sympa ce que j'ai fait, il y a toujours mieux, mais partant de là où je suis parti, en démarrant le truc à 15 ans tout seul... C'est quoi qui te rend le plus fier aujourd'hui? Ce qui me rend le plus fier, c'est de quelque part être allé au bout de mes rêves et d'avoir construit quelque chose de professionnel dans un milieu que j'aime, d'avoir eu des titres, forcément, ça me rend fier. Tu as beaucoup de gens qui disent que c'est juste une ligne sur un papier, mais moi, quand je regarde quelques coupes que j'ai gardées à la maison, je me lasse pas de me dire tiens, j'ai fait ça, et que je raconte ces histoires-là à mon fils, ça me rend fier, tu vois. C'est aujourd'hui, je pense, un des trucs qui me rend le plus fier par rapport au parcours que j'ai fait, c'est de voir que plus mon fils il va grandir, plus il va le comprendre, et plus je vais lui raconter des histoires, et plus je vais le rendre fier. Voilà, tu vois, ça c'est un des trucs qui me rend le plus fier, ouais, aujourd'hui. Ouais. Et ton ambition, elle est où aujourd'hui? Cette année, tu fais le championnat du monde WRC2. Alors, l'ambition, quand on a redémarré ce projet avec Eric, c'est de se dire, essayer de rester le plus haut possible au niveau en WRC2. Alors, il y a un bombardement qui arrive l'année prochaine avec cette nouvelle réglementation dont on a du mal à vraiment tout savoir, hein, parce que c'est quand même un peu flou. Mais bon, on est reparti dans l'idée de se dire, allez, croyons-y, s'il peut se passer quelque chose. Enfin, on a un rêve, c'est gagner le Monte-Carlo au général. Donc si tu me parles de mon ambition là, à court terme, c'est de se dire, cette année on construit, on va avoir des moments difficiles, parce qu'on repart d'une feuille blanche et typiquement quand on va arriver au Portugal dans un mois, Eric il a pu mis les roues sur la terre depuis le check-down du Portugal en 2022. Donc il va y avoir des moments difficiles, il faut s'y attendre. La Finlande, ça va être un sacré moment. Je suis à la fois hyper excité d'y aller, mais je me dis ça va être très dur. Donc, mais notre ambition, c'est de gagner le Monte-Carlo l'année prochaine. Voilà, parce que si demain, ça se passe comme ça doit se passer, et qu'avec une Rallye 2, on se retrouve à pouvoir briller moi, je pense que c'est la meilleure chose que la FIA puisse faire, que l'année prochaine, tu arrives, tu as
40 équipages ou 50 équipages dans la catégorie reine. Et sur le papier, tu te dis, je sais pas dire, parce que demain, un Camilli, potentiellement, il pourrait gagner au général. Les 2 frères Rossel, ils peuvent gagner au général. Greensmith, il peut gagner. Et puis après, je vais te mettre tous les kings du WRC. Et là, tu te dis, waouh, j'ai 20 mecs qui peuvent gagner le rallye. J'en sais rien. Là, ouais. Là, ça m'anime, tu vois. Voilà, je parle du Monte-Carlo parce que ça reste l'asphalte et c'est la surface sur laquelle on excelle le plus depuis 2 ans avec Eric. Parce que c'est un rallye qu'il a déjà gagné 2 fois. Parce que cette année, on savait qu'on avait les armes pour gagner si on n'avait pas fait des erreurs stratégiques sur les pneus. Sur les autres rallyes, je me prononce pas. Tu vois, les Canaries, on l'a jamais fait. La Croatie, ça va être un nouveau rallye cette année. La Terre, on fait un comeback. Donc voilà, je te parle que du Monte-Carlo. Maintenant, j'aurais envie de te dire, si on gagne le Monte-Carlo l'année prochaine et que sur tous les autres rallyes, on peut se battre pour la victoire, l'histoire, elle serait magnifique. Tu vois, ça, parce que son surnom à Eric, c'est le Sphinx. Et tous les copains, et tous les gens qui l'entourent, c'est la renaissance du Sphinx. Parce que quand je l'ai rejoint dans l'aventure en 2023, c'était catastrophique. Hein. Quand 2022, j'ai roulé avec lui. On a fait la Croatie. On est allé au Portugal. Ça a été un fiasco. On est tombé en panne au check-down. On n'a pas pu prendre le départ de la voiture. Elle n'a pas démarré à la super spéciale. Ça s'est fini en fiasco avec l'équipe, toute l'aide de Citroën et tout. Et en fait, on était à l'amorce du dépôt de bilan de Saint-Éloque sur la partie rallye. On est arrivé à ce moment-là. C'était fini. On n'a plus rien fait en 2022. Quand il m'a rappelé début 2023, il avait juste le budget pour être sur les 2 premières manches du championnat de France des rallyes asphalte, avec une petite tête de Citroën. Et puis ça a bien démarré. On a fini vice-champion de France en 2023. Enfin, lui, vu que moi j'ai manqué 2 épreuves, j'ai pas fait vice-champion de France. Et puis après, tout s'est accéléré 2023 avec Hyundai qui a voulu nous avoir, avec Citroën qui voulait continuer, avec le projet Iron Lynx, il nous voulait aussi. Donc on s'est retrouvé fin 2023 avec 3 propositions de projet où il a fallu trancher. On a fait le choix de Hyundai parce que c'était le seul constructeur et on a bien fait et aucun regret. Mais il est reparti. Donc pour lui, se retrouver là, c'est la renaissance, quoi, si tu veux, quoi. Donc forcément, il ambitionne encore plus. Et moi, je le suis, quoi. Tu suis là-dedans. Si on refait ce podcast dans 10 ans, Thibaut Delahaye, qu'est-ce qu'il nous raconte dans son idéal? Dans mon idéal, parce que j'ai le droit de le dire, même si je le forcerai pas. C'est le but. Dans mon idéal, j'aimerais pouvoir te dire que mon fils il fait un sport mécanique, parce que j'en rêve. Je me regarderais pas je me mentirais si je me disais le contraire. Bien sûr, tout parent te dit on le forcera pas, il fera ce qu'il veut. S'il aime le piano, il fera le piano. Mais au fond de moi, dans mon mindset, je veux qu'il fasse ça, tu vois. Je veux qu'il fasse ou de la moto, ou du sport auto, ou même le ski, parce que c'est nos 3 passions, tu vois. Donc, j'aimerais être là et te dire... Alors, attention, quel que soit... je mesure ce que je dis. Hein. Je veux pas qu'il le fasse dans l'ambition d'être pro. Mais je veux me dire, sa mère, elle a grandi là-dedans. J'ai grandi là-dedans. Je veux juste qu'on partage ces moments-là ensemble, tu vois. Donc ça, ce serait le top. Et après, et c'est tout l'objet d'une réflexion que je me fais depuis 2 ans déjà, hein, pour rien te cacher, hein, d'avoir trouvé mon chemin dans le sport auto, ouais, plus que la moto, parce que c'est quand même ça, dans un rôle que je ne sais pas encore. Eh ben, je te le souhaite. Merci. Merci Thibaut. Merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode de Racing Trajectoire. Si ça vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous, ça nous aide énormément. N'hésitez pas à nous dire en commentaire qui vous voudriez voir derrière le micro. Et avant de se quitter, je vous rappelle aussi le lancement de l'application Racings. Pour cet été, Racing, c'est la plateforme digitale du sport auto, un lieu unique où on peut retrouver tous les profils du sport automobile. Et pour suivre son lancement, rendez-vous sur www.racings.com. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle trajectoire.